merci d'avoir pris place dans cet amphithéâtre qui se réchauffe, mais c'est parce que les interventions sont passionnantes et passionnent les foules. La bonne nouvelle, c'est que cet après-midi, vous aurez une pause, contrairement à ce matin. Et donc, sans plus attendre, je vais donc introduire et donner la parole donc à Barbara Pompili, qui est ambassadrice déléguée à l'environnement et qui va nous faire un petit mot à distance. Barbara, c'est à vous. Merci, chère Hélène. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, chers membres fondateurs de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, partenaires, chers acteurs de la recherche, chers représentants du monde économique et chers collègues. Cette édition 2026 de la journée de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité est consacrée donc aux entreprises et à la biodiversité. Et ça ne vous a pas échappé que cette journée intervient à quelques mois seulement de la COP17 de la Convention sur la diversité biologique qui va se tenir donc en octobre en Arménie et où se jouera une part essentielle de la crédibilité du cadre mondial biodiversité de Kunming-Montréal. Donc cette COP17, ça doit être une COP de mise en œuvre, de solutions concrètes, de trajectoires mesurables. Il nous faudra démontrer que nous avançons réellement sur la protection de la biodiversité, sur la restauration, sur la réduction des pressions, sur la transparence des données, sur la réforme des subventions néfastes, sur la mobilisation des financements. Et dans chacun de ces chantiers, les entreprises ont un rôle absolument déterminant. Cette année 2026 constitue une étape clé dans ce domaine avec la publication par l'IPBES, je crois que vous en avez déjà pas mal parlé, de son évaluation entreprise et biodiversité et l'adoption de son résumé pour décideurs publics et privés. De mon côté, je considère qu'il s'agit là d'un jalon scientifique absolument majeur qui montre que toutes les entreprises dépendent du vivant, souvent de manière plus directe qu'elles ne l'imaginaient. Alors ça, on s'en doutait déjà. Ces dépendances et ces impacts sont encore trop peu mesurés, trop peu pilotés, trop peu intégrés dans les décisions stratégiques. Et surtout, ces dépendances et impacts créent des risques systémiques, physiques, réglementaires, financiers, réputationnels, qui doivent être anticipés au même niveau que les risques climatiques. Dans la période, je crois que c'est important de le répéter. Et cette évaluation, et c'est ça qui en fait toute la richesse, ne se limite pas au diagnostic. Elle propose surtout des options opérationnelles pour transformer les modèles économiques, renforcer la gouvernance, réorienter les flux financiers, intégrer la nature dans les chaînes de valeur et offrir des opportunités de changement transformateur. Et je crois que nous avons déjà commencé à avoir des exemples très concrets lors de cette journée et que nous en aurons d'autres cet après-midi. Pourquoi je pense que cette étude elle est vraiment très importante parce que d'abord, à l'approche de la COP17, c'est un socle scientifique très intéressant pour guider l'action publique et privée. Et votre présence à toutes et à tous aujourd'hui montre votre engagement, surtout avec cette température, donc bravo. Mais c'est aussi parce que dans cette période où la science est tellement attaquée, ce genre d'études peut aussi peut-être recréer une forme de dialogue, y compris avec des personnes qui pouvaient être un peu éloignées de ça, parce que la science, là, n'est pas seulement une apporteuse de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que là, avec ce rapport, on apporte des bonnes nouvelles. On dit aux entreprises et on leur montre que elles peuvent aussi appréhender la biodiversité comme quelque chose qui va les aider et qui va leur fournir de quoi créer des ressources supplémentaires, des revenus supplémentaires, de la prospérité supplémentaire. Et c'est très important pour aussi changer un petit peu le point de vue sur la manière dont on aborde les risques climatiques et environnementaux. C'est-à-dire que moi, je suis trop souvent confrontée au fait que les risques climatiques et environnementaux sont seulement vus comme des menaces et des fardeaux. Et que pour des entreprises dont l'état d'esprit est toujours, voilà, ils sont pas là pour faire non plus de la philanthropie, mais leur dire, mais écoutez, en fait, si vous vous occupez de ces choses-là, ça va être très intéressant pour vous et ça va vous apporter plein de choses positives, en dehors du fait d'agir pour le bien commun, ce qui est déjà bien. Je crois que c'est un discours qui mériterait d'être un peu plus développé. Je tiens à renouveler mes remerciements à toute l'équipe de la FRB pour son rôle dans la mobilisation de l'expertise française et dans le soutien que vous nous apportez en amont
et pendant les sessions plénières de l'IPBES. La FRB et ses partenaires jouent un rôle absolument central de médiation entre la recherche et l'action, ainsi qu'un rôle de plateforme de dialogue avec les parties prenantes publiques et privées. Et vous contribuez à mobiliser l'excellence scientifique et les expertises pour apporter un regard factuel permettant de lutter contre la désinformation scientifique. La désinformation, malheureusement, ce n'est plus un bruit de fond. C'est un risque systémique qui fragilise la confiance, qui ralentit l'action, qui brouille les signaux, qui crée un terrain favorable à l'inaction et, in fine, fragilise nos démocraties. C'est un enjeu stratégique qui nous mobilise au quotidien et les entreprises ont elles aussi un rôle décisif à jouer face aux narratifs trompeurs. Et je peux vous dire que moi, je le vis au quotidien dans mon action d'ambassadrice. En ce moment, par exemple, dans la négociation sur le traité plastique, tout l'enjeu est de réussir à faire échouer les fake news. Donc, et je peux vous dire que les fake news, elles ont une très grosse emprise sur un certain nombre de partenaires. Pour conclure, je dirais que cette journée est bien plus qu'un échange, c'est vraiment une étape de préparation collective vers la COP17. C'est une occasion de renforcer les alliances entre entreprises, territoires scientifiques et pouvoirs publics. Et c'est une occasion de montrer que la France avance et qu'elle avance avec ses acteurs économiques sur des bases solides, transparentes et scientifiquement fondées. Merci beaucoup encore à la FRB. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre mobilisation et je vous souhaite une très bonne après-midi d'échange et d'inspiration. Et n'oubliez pas de boire et d'utiliser ce que je vois déjà dans la salle, c'est-à-dire ce genre de choses. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, chère Barbara, d'avoir aussi rappelé l'importance des cadres internationaux et notamment du cadre de la CDB pour structurer un petit peu tout ça. C'est vrai que c'est absolument fondamental et très structurant. Merci beaucoup. Alors maintenant, pour introduire la nouvelle session, je vais appeler donc Sandrine Berthet du ministère chargé de l'économie et des finances. Sandrine, je vous laisse la place. Bonjour à toutes et à tous. Et déjà, merci de m'avoir invitée et à travers moi, surtout le ministère de l'économie et des finances, parce qu'effectivement, nous sommes assez nouveaux dans le paysage et nous cherchons vraiment à mieux comprendre l'écosystème pour trouver comment agir auprès des entreprises. Alors, je vais introduire la séquence qui suit dans cet après-midi, à savoir entreprise changer de cap. Je voudrais dans cette introduction aborder 3 sujets. Le lien entre finance et biodiversité. Je sais que Philippe Zoati vous en a parlé notamment ce matin. Je donnerai un petit point de vue là-dessus. Également, la manière dont nous nous sommes appropriés le rapport IPBES au ministère. Et puis, évoquer les travaux que nous menons avec notamment l'OFP, et puis le vice-français de la biodiversité, et puis le commissariat général au développement durable, pour concrètement avoir un impact avec les entreprises. Quelques mots sur mon rôle. En fait, la direction générale des entreprises, c'est une direction, comme son nom l'indique, qui travaille avec les entreprises. Et notre objectif, en fait, notre raison d'être depuis 50 ou 60 ans, c'est de développer la compétitivité des entreprises qui travaillent en France, donc qui créent de l'emploi français. Et donc, travaillons dans tous les secteurs de l'économie, industrie, économie numérique et services. Et le secteur financier, dont nous parlerons aussi, lui, est plutôt géré par la direction du Trésor à Bercy. Et donc, quand on dit ministère de l'économie, ceux qui s'intéressent aux aspects de biodiversité pour les entreprises, ce sont nos 2 organisations. Et je suis plus particulièrement en charge de certaines de nos politiques publiques à la DGE, dont celle de la biodiversité. Alors, le changement climatique, et Barbara Pompili l'a rappelé, a longtemps été vraiment un vecteur de travail sur la finance durable. On voit que l'aspect biodiversité commence à venir aussi dans le paysage. On voit pas mal de rapports qui expliquent que le PIB est dépendant à 50%, un peu plus, un peu moins, que le PIB mondial est très dépendant de la biodiversité. Et donc, ce n'est pas seulement un petit enjeu environnemental, si je puis dire, c'est vraiment un enjeu économique, financier. Je pense que nous savons tous dans cette salle que c'est même au-delà de l'aspect économique un enjeu existentiel pour l'humanité. Mais du coup, cela influe sur les politiques financières. Cela dit, des entreprises, sur leur stratégie financière. Cela dit, ce que nous voyons tout de même, c'est que ça frémit. On n'est pas encore à un niveau de sensibilisation et d'action et d'impact qu'on peut juger satisfaisant. Je dirais qu'il y a plusieurs aspects qui freinent, et si on compare notamment à la décarbonation,
C'est un travail qui est parti depuis plus longtemps, si je puis dire, mais qui est facilité. Là, on n'a pas, contrairement aux émissions de carbone, aux émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas un indicateur simple, facile à mesurer. Et ça, c'est important pour une entreprise. J'ai oublié de le préciser, mais par ailleurs, je viens du monde de l'industrie. C'est important parce que si vous n'avez pas un indicateur simple, mesurable, vous ne pouvez pas voir à quel point vos investissements vont être plus ou moins rentables. C'est un premier frein évident pour les entreprises. Un deuxième, il est culturel. C'est qu'aujourd'hui, la biodiversité, notamment ce mot-là, est conçu par beaucoup de personnes, et notamment dans le monde de l'économie, comme un sujet technique, secondaire. Le lien avec le vivant et le lien avec l'habitabilité de la planète, il n'est pas beaucoup fait, malheureusement. Donc c'est un deuxième frein que l'on a, ce frein culturel. Et il y a tout de même un vrai espoir du côté notamment des institutions financières. Et là, je vais faire le lien avec l'adaptation au changement climatique, qui est une politique aussi importante côté DGE. L'adaptation au changement climatique ne concerne pas trop les entreprises, ça paraît étonnant, parce que leur pérennité est en jeu. Ça commence à les concerner parce que leurs assureurs et leurs banquiers commencent à leur dire « Et alors, vos vulnérabilités, vous en êtes où ?» Donc sur la biodiversité, le fait que les acteurs financiers commencent eux aussi à avoir des outils, à avoir des approches est très important pour pouvoir faire bouger le monde de l'entreprise. Ce qu'on retient côté Bercy, c'est qu'il y a en particulier deux leviers qu'utilisent les acteurs financiers. Il y en a un, c'est celui de la mesure et de la divulgation. Alors j'ai en tête bien sûr ce qu'apporte la CSRD, la directive sur les informations financières, et puis aussi des groupes de travail comme celui sur, alors en bon français, la Task Force on Nature-Related Financial Disclosure, bon, sur les informations financières liées à la nature, pour être clair, parce que mon accent, à mon avis, ne rend pas les choses très claires. Donc voilà, on voit que ça commence à bouger et que c'est une force d'impulsion. On voit aussi qu'il y a des créations de certains outils financiers, des obligations vertes, des obligations bleues, par exemple, pour des sujets très concrets comme le travail sur les mangroves ou de la renaturation. On voit aussi des acteurs financiers qui sont spécialisés sur certains sujets, comme l'eau, comme l'agriculture, comme la reforestation. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui nous paraissent très importants pour pouvoir bouger au bout du chemin les entreprises non financières, celles de l'économie matérielle, on va dire. Le rôle du ministère de l'économie et des finances là-dedans, pour nous, c'est censé aider avec l'ensemble de l'écosystème dont on fait partie, comme l'OFP, comme le ministère de la transition écologique, c'est d'aider dans la sensibilisation, d'aider aussi à construire des outils, parce que être sensibilisé pour une entreprise, c'est bien, mais j'allais dire, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est du temps perdu. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle passe à l'action, c'est à ça qu'on veut en venir. Et pour ça, il ne suffit pas qu'elle soit sensibilisée, il faut qu'elle ait des outils, des méthodologies. Donc c'est un aspect important, je vais y revenir après, sur lequel on travaille dans notre écosystème public notamment, et puis l'aspect de la mesure qui est vraiment, vraiment important aussi. Je voudrais en venir à l'IPBES. Donc nous, au ministère, on s'est approprié le rapport qui nous a paru très intéressant pour plusieurs raisons. Il y en a une, c'est qu'il met bien en valeur ce qu'on commençait à sentir tout de même, c'est le lien entre pérennité d'une entreprise, gestion de ses risques, compétitivité, et puis le vivant, la biodiversité. Et ce lien, il est très bien expliqué, et c'est un des aspects qui nous permet, notamment si on parlait des aspects scientifiques, qui nous permet d'aller davantage expliquer, d'aller chercher les entreprises sur pourquoi ce sujet les concerne au premier chef. Un aspect que nous avons également trouvé très intéressant, c'est sur les chaînes de valeur. Pour évaluer les impacts, les dépendances d'une entreprise à la biodiversité, c'est l'ensemble de sa chaîne de valeur qu'il faut aller regarder. Et c'est l'objet d'un travail que l'on mène, je vais y revenir après. C'est la même chose que sur l'adaptation au changement climatique au passage. Et c'est intéressant parce que comme on travaille avec les entreprises, j'allais dire plus facilement sur l'adaptation, même si ça commence, que sur la biodiversité, on peut faire comme ça des parallèles et c'est plutôt intéressant d'un point de vue pédagogique. On retient aussi l'aspect mobilisation. Je crois que pour tous les enjeux, enfin je suis même sûre que pour tous les enjeux de transition écologique, rien ne peut se passer sans une mobilisation des acteurs publics, des acteurs privés, ceux qui représentent les entreprises, mais aussi entreprises financières, et puis des associations. Donc c'est l'ensemble de cet écosystème qui peut faire bouger les lignes. Et c'est notamment, et j'en viens à mon dernier point, on voulait illustrer dans cette introduction également ce que concrètement on peut faire. Et donc je voulais illustrer cette mobilisation collective, mais aussi notre recherche de leviers très concrets, très pragmatique pour pousser les entreprises à l'action. C'est donc un projet que l'on copilote avec l'Office français de la biodiversité et notamment Laura Rouvière qui interviendra dans la table ronde juste après, avec le Commissariat général au développement durable. Et j'ai vu Mathieu Bollard dans l'assistance. Et donc on s'est unis pour pouvoir travailler très concrètement avec des filières qui sont parmi les plus impactantes, cosmétiques,
construction, tourisme et agroalimentaire. J'ai oublié de préciser que c'est un projet qui est dans le cadre de la stratégie nationale de biodiversité et qui est financé notamment par LIFE, par le projet LIFE européen. Et donc notre objectif, en fait, c'est d'amener à travers ces filières, leurs entreprises, les entreprises adhérentes de ces filières, de les amener à passer à l'action. Alors concrètement, notre méthode de travail, elle dépend de chaque filière parce qu'elle dépend de leur maturité, de leur économie interne aussi, de la manière dont les acteurs travaillent dans ces filières, elle dépend de leurs enjeux. Mais à la fin, on a un fil rouge. On a 3 axes de travail qui orientent les feuilles de route qu'on pousse et qu'on aide, qu'on accompagne ces filières à construire. Il y en a un qui est de bien répertorier ce qui se fait. Il y a des initiatives, par exemple des cartographies, des guides. Et donc le but en les répertoriant, c'est bien sûr d'aider à les diffuser davantage, notamment auprès des petites et moyennes entreprises. Le deuxième aspect, c'est qu'on cherche à les faire travailler sur leur diagnostic, d'analyser leurs impacts, leurs dépendances pour, bien sûr, derrière, dans une démarche scientifique, analyser leur levier d'action. Et puis le troisième aspect, qui est le plus difficile, mais l'envie a été donnée par une de ces filières, de développer des trajectoires qui leur sont propres, de réduction de leurs impacts et de leur dépendance à la biodiversité, et derrière d'avoir des plans d'action très concrets. Tout ça, pour résumer, la raison pour laquelle, je ne l'ai pas dite explicitement, mais je crois que ça transparaît, la raison pour laquelle qu'on est ministère de l'économie et des finances, on s'intéresse au sujet, c'est bien sûr ce lien entre la performance des entreprises, les modèles économiques qui doivent évoluer par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui s'appelle les limites planétaires et l'habitabilité de la planète, et qu'il y a des solutions qu'on peut apporter à travers des travaux comme cela. Pour finir, eh bien, tout cela, mobiliser les entreprises et changer de cap, ça requiert beaucoup d'ingrédients. Mais il y a un aliment essentiel là-dedans, c'est la connaissance scientifique. Ça a été rappelé juste avant. La science est un élément fondamental et nous le prenons aussi vraiment en compte comme ça à Bercy, mettre en valeur tout l'apport qu'elle peut avoir, y compris au niveau de nos politiques publiques. Et donc je voudrais appeler Diana Mangalagiu, qui est membre de la Fondation. Bonjour à tous et merci beaucoup Sandrine. Vous m'entendez bien? Ok. Il devrait y avoir des slides qui vont arriver, non? Ah, les voilà. Ok. D'abord, il y a plein de choses qui ont été dites ce matin et je vais essayer de construire et faire des liens par rapport à ce qui a été dit par plein de monde ce matin. Mais d'où je parle? Je viens de la tech. J'ai fait mon doctorat en IA il y a presque 30 ans. Et ensuite, j'ai une bonne vingtaine d'années sur ces questions environnementales, initialement beaucoup climat, IPCC et compagnie, et après beaucoup plus sur des questions des liens entre biodiversité, climat, etc. Je travaille aussi, par ailleurs, beaucoup avec des entreprises depuis une bonne vingtaine d'années. Et je vais faire référence, et peut-être que je vais prendre plutôt des exemples assez concrets pour des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc essentiellement avec mon groupe à Oxford, donc on travaille avec des entreprises qui essayent d'avancer. Et une chose qui me paraît très importante, il y a des entreprises qui en fait essayent de changer le système dans lequel elles évoluent. Et donc ça, je ne dis pas qu'on y est, mais je trouve que c'est une question qui est intéressante. Et Denis m'a dit que Hélène avait parlé tout à l'heure de courage. Enfin, je n'étais plus dans la salle, donc je ne sais pas exactement dans quel sens, mais ça, peut-être, c'est une question donc, qui est intéressante. Bon. Une autre chose, c'est donc finalement quand on regarde la question des biodiversités, et il y a des choses sur lesquelles je vais passer assez vite parce qu'on a beaucoup discuté donc, ce matin, mais je dirais finalement la question qui est vraiment importante, en tout cas pour moi, c'est quel type d'entreprise, quel type de modèle d'affaires survit dans un monde où le vivant, la biodiversité et plus les autres dimensions, déclin ou est déstabilisé ou est en péril. Donc en fait, je pense que c'est une question presque fondamentale pour plein d'entreprises, au-delà du fait que
Est-ce que je vais faire du ESG un peu plus? Donc ça, je trouve que et juste pour faire écho à ce qu'il disait Barbara Pompili, mais aussi Sandrine tout à l'heure, la question c'est, est-ce que c'est une question, on rajoute une dimension de plus, et moi je vois, il y a des entreprises avec lesquelles je travaillais 15 ou 10 ans sur des questions de climat, et à l'époque déjà on disait, bon, mais vous voyez, il y a un peu plus que le climat. Non, 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 on a besoin de climat, faisons quelque chose bien packagé parce que c'est ça qu'on nous demande. Et maintenant, ils me disent, maintenant il y a la TNFD, donc la fameuse Task Force sur la nature. OK, maintenant vous nous avez rajouté de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on fait? Et après, c'est quoi le prochain? OK, vous nous avez fait du climat, de la biodiversité. What's next, quelque part? Évidemment, toutes les questions d'eau et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la question est complètement à l'envers. Parce qu'en fait, la question, c'est pas qu'est-ce qu'on va vous rajouter, mais est-ce qu'on internalise des enjeux ou est-ce qu'on répond uniquement à une espèce de reporting qui est une approche qui est très utilisée, évidemment, par les entreprises. Cette question aussi du climat, évidemment, parce que comme beaucoup d'entreprises rentrent là-dedans par le climat, et aussi parce qu'on avait le TCFD et maintenant on a le TNFD, on dit finalement, en fait, c'est une dimension de plus, on fait du ESG un peu plus, et donc ça aussi, je trouve que c'est assez compliqué parce que, évidemment, et Philippe, mais aussi Elise, tout à l'heure, en ont parlé, les questions sont très différentes, en fait, mais je pense que est-ce qu'on internalise en fait la question et après effectivement ce que venait de dire par Sandrine, par où ça vient? Est-ce que c'est nos investisseurs? Est-ce que ce sont les assureurs ou les réassureurs qui disent ouf, non, on ne fait plus? Donc il y a toutes ces questions que je trouve qui sont importantes. Donc après la question du vivant qui est dans le modèle d'affaires. Enfin, ça, c'est ce qu'on voit depuis ce matin et depuis longtemps. Mais en tout cas, sur le fait qu'il y a tous ces niveaux et que la biodiversité et le vivant est dans le modèle d'affaires, mais de manière diffuse, évidemment, sur les questions de chaîne de valeur et comment on redistribue la valeur dans les chaînes de valeur et qui gagne et qui perd. Et il y a plein de discours aussi sur la question de win-win et bon, on gagne tous, non, en fait, et qui perd et comment et quel type de compensation. Mais il y a toutes ces questions de compromis d'usage, de questions des valeurs. Clément tout à l'heure parlait aussi donc de ce qui était dit, par exemple, sur la question quel est notre rapport à la nature, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entité. Est-ce qu'on vit de la nature, on vit avec, on fait partie, etc. Donc il y a toutes ces questions de positionnement qui font que on a des tas de choix qui se font à tous ces niveaux-là, évidemment. Et ça, on a vu par exemple dans le rapport biodiversité et business sur tous ces niveaux à la fois des décisions, de l'analyse de portefeuille et au niveau très opérationnel. Une fois de plus, Clément a assez bien montré un exemple dans lequel, par exemple, le type d'outil de pilotage qu'on a aujourd'hui ne fonctionne pas bien. Mais bon, c'est bien de dire ça. On a des pistes sur comment faire mieux. Mais la question, c'est est-ce qu'on apporte tout ça dans un champ des décisions ou pas? Et donc, la question du risque, et ça, évidemment, et Elise, par exemple, la question du collatéral, ça me paraît absolument importante. Et ça, je trouve que c'est quand même un angle mort qui reste de manière assez importante aussi dans plein d'entreprises et même dans des questions de filières, etc. Donc, le risque opérationnel, ça, les entreprises comprennent bien. On a un problème quelque part dans la supply chain ou quelque part, ça, c'est assez facile. Sur les questions d'actifs, est-ce qu'on a un portefeuille d'investissement, on a un portefeuille d'actifs, même aujourd'hui, qui rapporte beaucoup aujourd'hui, mais qui à un peu plus long terme va se retrouver complètement
pénalisés? Est-ce qu'on sait faire la transition? Est-ce qu'on sait faire un mélange de tous ces actifs d'une manière qu'on puisse avoir quelque chose qui tient la route dans le long terme? La question de légitimité par rapport au territoire. De plus en plus, on voit qu'il y a des questions sur les questions d'eau. Enfin, on le voit beaucoup sur les data centers, mais il y a plein d'autres questions sur lesquelles on voit que les territoires sont plus très prêts à accepter des tas de choses. Enfin, on le voit sur les terres rares, on le voit sur plein de choses. Et il y a aussi un risque de verrouillage dans le sens où plus on arrive tard, on accepte d'entrer dans une transition. Et est-ce que c'est transition ou est-ce que c'est transformation, plus ça coûte cher et plus c'est difficile parce qu'il y a des tas de niveaux dans l'entreprise qui vont là-dedans. Donc, je dirais, il y a plein de façons de se tromper. Et j'en prends quelques angles morts en fait que je vois. Bon, ça on en a déjà parlé. Donc, première chose, cette question de reporting. Est-ce qu'on reste là ou est-ce qu'on internalise? Et qu'est-ce que ça veut dire pour la stratégie d'une entreprise d'internaliser et de ne pas être dans cette démarche-là? Comment on va au-delà de l'agri-climat? Et on est devenu assez bon donc, pour mesurer ça. Bon, effectivement, il y a encore plein de progrès à faire sur la mesure de la biodiversité. Ce que je trouvais intéressant, par exemple, avec des acteurs comme LVMH, Hélène en parlait ce matin, c'est faisons de l'expérimentation. On sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on ne va pas très loin, mais est-ce que sur des choses qui sont très périmétrées, etc., on peut avoir quelque chose où on arrive avec tous les bémols que l'on sait qui sont dus à tous ces niveaux de temporalité différentes, échelles spatiales différentes, complexité des acteurs qui sont impliqués, etc. Mais est-ce qu'on arrive à quelque chose qui nous donne une idée et des proxys qui soient suffisamment convaincants donc, sur ces questions de mesure et comment on fait ça et quel ancrage donc, dans le territoire. Et après, je pense aussi cette question que juste penser qu'on va avoir des outils d'évaluation en plus, qui vont devenir beaucoup plus intéressants et performants dans la mesure donc d'intégrer justement toutes ces dimensions de biodiversité. Je trouve que ça aussi, c'est vraiment problématique. Donc, ce que je pense que ce qui est vraiment important, est-ce on est dans une logique de conformité ou est-ce qu'on est dans une logique d'orientation stratégique? Je vais prendre quelques exemples parfait, dans une minute. Orientation stratégique, donc justement sur cette question d'internalisation. Ou est-ce qu'on est ça c'est un premier point. Un deuxième point, est-ce qu'on manage notre empreinte carbone, biodiversité, eau, etc., ou est-ce qu'on réfléchit à quel est le modèle d'affaires et est-ce qu'on doit le changer et quel est l'impact aussi organisationnellement, institutionnellement, etc., en termes d'acteurs de ces changements. Et ce qui était intéressant aussi, ce que disait Philippe, par exemple, ce matin, c'est la question de est-ce qu'on fait de l'exclusion ou est-ce qu'on déplace. Donc il y a une question de déplacement de l'exclusion vers impact positif. Ou en tout cas, minimiser d'abord l'impact négatif, mais ça, on est encore dans une logique d'exclusion. Après, où est-ce qu'on va? Et après, évidemment, comment on sort aussi, ne pas rester dans le greenwashing avec toutes les questions d'économie régénérative, parce que maintenant, tout devient un régénérateur aussi. Mais en tout cas, ces questions me paraissent importantes. Et après, la question, c'est est-ce qu'on pense système? Et c'est là où je vais prendre quelques exemples d'entreprises pour finir. Mais je dirais, les entreprises doivent se poser au moins ces trois questions. Comment on investit? Est-ce que je change quelque chose dans la manière dont je gère mon portefeuille d'investissement, d'actifs et d'investissement? Est-ce que j'ai changé quelque chose ou j'ai envie de changer quelque chose dans ma chaîne de valeur? Et
est-ce que, en termes de gouvernance des arbitrages que je fais, entre résilience, robustesse, efficacité, etc., long terme, court terme, etc., est-ce que je change quelque chose et j'interviens là-dessus ou pas? Et si la réponse est non sur tout ça, ça veut dire que finalement, on a juste un discours beaucoup plus policé, beaucoup plus enrichi, beaucoup plus sympathique, peut-être quelques mesures un peu plus intéressantes. Bon, quelques exemples. Dans notre groupe, donc à Oxford, on travaille avec un certain nombre d'entreprises. Patagonia, vous connaissez tous, donc je vais passer mais ils sont dedans aussi. Mais Tony Chocolonely, je ne sais pas si vous connaissez, ils font du chocolat, ils sont néerlandais, c'est tout petit, mais ils ont été créés pour changer la filière cacao. Mais vraiment, dès le début, ils disent c'est ça qu'on veut faire. Et nous, ce qu'on veut, c'est changer Nestlé, changer les gros de ce monde, les Unilever du monde et tout. Donc, c'est assez intéressant ce qu'ils font. Ils ont défini la manière dont ils font de la distribution de la valeur par rapport aux petits producteurs, par rapport à la question de comment on monte des crops, des plantations à plus haute valeur ajoutée dans la spécialité, donc cacao, café de spécialité, etc. Mais ensuite, ils ont créé aussi un outil de traçabilité qui est le Open Chain, qui nous dit, c'est Open Bar, utilisez-le. Ils sont beaucoup critiqués par d'autres petits qui sont aussi certifiés Benefit Corporation et tout ça pour dire, mais enfin, maintenant vous travaillez avec Nestlé, donc ça ne vaut plus rien votre truc. Mais justement, eux, ils disent, mais non, mais justement, nous, ce qu'on veut, c'est changer les Nestlé du monde. Donc, je ne dis pas qu'ils y sont, on le saurait si c'était le cas, mais il y a ce genre de choses. Oatly, qui font donc du lait d'avoine, pareil, petite entreprise, mais ils essayent de changer, pas uniquement le fait qu'il y ait une composition d'une boisson qui veut s'appeler substitut au lait ou pas, mais ils veulent changer la manière dont le système d'alimentation et aussi les chaînes de valeur dans ce système d'alimentation et les politiques publiques qui vont avec, etc. Donc, il y a un autre exemple dans l'énergie, c'est donc qui est devenu Ørsted, c'est le numéro 1 mondial de offshore, des éoliennes en mer aujourd'hui. Mais ça aussi, c'est intéressant peut-être par rapport à la question de public. Ils ont fait une transition de 100% fossile à 100% renouvelable en un peu plus de 10 ans. Ils ont réussi à faire de l'argent à peu près tout le temps. Là, c'est une période très, très dure parce qu'ils avaient des très gros contrats au large des États-Unis et que Trump, dès qu'il est arrivé, il a dit « mais moi je déteste ça, je vous paye 1,5 milliard, pas lui, mais pour stopper tout ça ». Donc, on a des questions qui sont... Donc, je ne dis pas que tout ça, c'est beau et tout ça. Ce qui est intéressant, donc, je vous donne tous ces petites... Donc, Ecosia, Triodos, Tony et autres, Natura, par exemple, au Brésil, qui travaille beaucoup en Amazonie. Nous, on travaille aussi parce qu'ils essayent de dire, ils disent, mais finalement, on est assez fragile dans nos propres petits écosystèmes. Et la question, c'est, est-ce qu'on peut utiliser la recherche pour nous aider à comprendre justement ces effets de levier, ces effets de comment construire de la résilience dans les écosystèmes dans lesquels on est. Et donc, juste pour finir, donc en termes de... S'il y a quelques messages clés ici, je dirais, la biodiversité, évidemment, c'est plutôt la base. Donc, disons-nous, quels sont les business models qui vont survivre dans l'économie. La question du climat, allons au-delà. Et très important, la question d'arbitrage. Et aussi, si on ne se pose pas les questions de chaîne de valeur, investissement et arbitrage, donc la gouvernance des arbitrages en interne, je pense qu'on ne changera jamais de cap. Mais moi, je pense que... Enfin, si je travaille sur ces sujets-là, je pense qu'on changera quand même de cap. Merci beaucoup. Il
y a le temps pour quelques questions à Diana. Je pense qu'un micro va circuler. Présentez-vous très brièvement avant de poser votre question. Et je crois que Julie va aussi sélectionner une ou deux questions en ligne. Bonjour, merci beaucoup. Pascal Coulomb d'Indosuez Wealth Management. Les cas que vous avez cités, enfin, de sociétés qui ont fait ces paris, on va dire, gagnants pour la plupart, sont quand même sur des secteurs, sur des marchés premium ou sur des niches. La question, c'est est-ce qu'on peut passer à l'échelle sans complètement changer les modes de vie des gens, ce qu'ils ne sont pas forcément prêts à faire? Vous en pensez quoi, en fait? C'est plus facile de rentrer par un marché premium, effectivement, parce qu'on a plus de capacités d'expérimentation, etc. Donc oui, tout à fait d'accord. Ceci dit, il y a plein de filières. Enfin, et nous, on travaille de plus en plus avec des secteurs et des entreprises beaucoup moins glamour. Par exemple, on travaille maintenant avec Rio Tinto. Très honnêtement, pendant 10 ans, on faisait ça, on disait non, on ne touche pas, etc. Ils venaient nous voir en disant ouais, on veut faire des choses. Et on disait ok, vous voulez faire quoi? Franchement, pendant 10 ans, on avait l'impression qu'ils étaient plutôt en train de nous demander de les aider à faire du greenwashing. Là, depuis 2 ans, ils sont venus avec quelque chose de très périmétré en disant voilà, on a ça et on voudrait changer ça dans tel territoire. Enfin, c'est gros, hein, parce qu'avec Rio Tinto, c'est toujours gros et très impactant donc, sur plein de dimensions. Et donc là, mais effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des business units qui doivent changer complètement, donc en termes de presque des modèles d'affaires en interne. Je ne dis pas que l'entreprise globalement. Après, donc ça remonte à niveau pour avoir des arbitrages, pour voir est-ce qu'on est capable d'absorber ça et comment. Donc, est-ce que c'est facile? Non. Mais et pourquoi les Rio Tinto du monde le font? Parce qu'ils perdent de plus en plus leur licence d'opérer. C'est-à-dire qu'ils ont soit un scandale social, soit ils ont un glissement de terrain énorme quelque part qui font que... Donc, et à la limite, enfin, j'aimerais bien que les entreprises viennent faire tout ça comme les Tony et les Patagonia, mais bon, la réalité, elle est ce qu'elle est. Donc moi, quand je vais travailler avec des entreprises, ou nous, globalement, quand on va travailler avec des entreprises, on commence toujours... On rejoint l'autre sur là où est sa conversation. Je sais pas. Et ensuite, évidemment, on essaie de déplacer cette conversation où on pense qu'on peut faire du reframing. Mais donc, bon, je me dis que si les Rio Tinto du monde peuvent faire, peut-être qu'il y a un peu d'espoir. Bonjour, Sylvain Vignet, professeur de physique-chimie. En fait, moi, je pose une question assez générale. Je vous remercie pour votre exposé. À la fois donc, à Sandrine Berthet et à vous. C'est que, moi, je sens que donc, le cadre est très... il donne assez peu de sécurité par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Et moi, ça me questionne beaucoup sur la place du politique et la place des acteurs économiques. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que, en gros, c'est le ministère qui aiderait les acteurs économiques à changer de cap, alors que, selon moi, la politique est première, et donc, ça devrait être aux politiques d'assurer un cap. Donc moi, je pense qu'il y a un problème de priorité et de place des acteurs. Surtout qu'on a des engagements par ailleurs, au niveau politique, par exemple la COP21, et on voit que ces engagements, ils ne sont pas tenus. Donc, voilà, moi je remettrais plutôt la question politique au centre et savoir comment les acteurs politiques pourraient vraiment jouer leur rôle à plein, c'est-à-dire être avant les acteurs économiques et faire respecter un cadre. Donc voilà ma question. Merci. Non. En théorie, je suis d'accord avec vous que la politique, les acteurs politiques et tout ça devraient être au centre. Bon, il se trouve que ce n'est pas le cas, souvent.
Donc moi, je suis devenue très pragmatique à force de travailler depuis 30 ans sur des tas de questions. Et donc, je commence avec des acteurs qui veulent s'engager. Et par exemple, il y a, je ne sais pas, c'est 2004, il y a une région au Danemark, à la frontière avec l'Allemagne, il y avait une entreprise familiale qui a dit: moi, j'aimerais que cette région qui est en train de décliner, etc., je voudrais qu'elle devienne vibrante, etc., zéro carbone. 2004. Et bon, je vais faire l'histoire très courte. Ça s'appelle Project Zero. Vous pouvez aller les voir. Bon, nous, on les aidait parce qu'on faisait des tas de choses et certaines personnes dans cette salle étaient là, d'ailleurs. Et on est allé voir les pouvoirs publics. Je dis, voilà, OK. On a commencé avec ces privés qui sont, donc ça c'était Danfoss, ils faisaient de la régulation, thermostat, des choses comme ça, pardon. Ils sont allés chercher Maersk, qui est un des plus grosses entreprises de conteneurs au monde. Donc voilà. Qui est aussi familial, ça c'est intéressant. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses, et justement quand je dis qu'il faut partir, ne pas être que dans du reporting, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui se passent dans les entreprises privées au sens non public, non listé sur les bourses, parce qu'ils ont beaucoup plus de latitude, parce qu'ils ont moins la pression, etc. Donc, pour répondre en résumé à votre question, je commence à travailler avec les acteurs qui sont prêts à s'engager et dans cet écosystème. Évidemment, très vite, une fois qu'on avait 2-3 entreprises importantes et là, donc, qui est devenue Ørsted avec sa transition en 10 ans à 100% renouvelable, ça a commencé là aussi. Et évidemment, ensuite, les pouvoirs publics sont venus. Et Connie Hedegaard, qui était ministre de l'Environnement, est venue nous rejoindre. Et après, elle est partie à Bruxelles comme commissaire et tout ça. Donc, oui, mais s'il y a des acteurs qui s'engagent, I'm going. Bonjour, Aurélien Ackermann de la société Teroico. Ce serait une question pour vous et pour Sandrine Berthet. Je constate, puisque j'aide les entreprises à établir un diagnostic sur la biodiversité, sur leurs impacts biodiversité et donc à agir en fonction, que généralement, si les entreprises agissent, c'est bien plus pour des questions de risque réglementaire que parce qu'elles y voient un retour sur investissement. À côté de ça, il y a un petit peu de démarche volontaire, mais on sait bien que c'est insuffisant. J'ai un peu peur qu'on agisse dans l'urgence et qu'on agisse trop tard, qu'on attende une mise en mouvement une fois qu'il y a une prise de conscience suffisante. Et malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on soit complètement dans cette salle représentative de l'état de nos concitoyens et même de nos congénères au sens large. Vous avez évoqué plusieurs fois le fait que ça doit être quelque chose de concerté. Monsieur a évoqué l'aspect politique et vous avez évoqué les risques assurantiels, ce qui me semble être une voie assez porteuse, à vrai dire, pour mettre les gens en mouvement. Et donc ma question, ce serait de savoir comment est-ce qu'on peut mobiliser les acteurs de l'assurance pour qu'agir, pour engager les entreprises, les acteurs économiques à agir positivement pour la biodiversité ou à ne pas agir négativement contre la biodiversité et la nature. Je vous remercie. Sandrine, tu viens aussi. Bon, je vais juste donner une amorce et Sandrine, sans doute, aura probablement une vue assez différente. En fait, je pense que les pouvoirs publics comprennent de plus en plus que le coût le plus important de tout ce qui est, surtout catastrophes naturelles, etc., est pris par les pouvoirs publics et les assureurs font énormément d'argent dans ce contexte-là. Donc là, clairement, il y a quelque chose
qui est sous-optimale en termes d'utilisation de l'argent public. Donc, je passe la patate chaude à Sandrine pour voir quelle est la solution. Je pense que vous avez tout à... par rapport à vos commentaires. Ah, c'est celui-là qui marche ? Je ne sais pas. Par rapport à vos commentaires, tout à fait d'accord avec ce que vous évoquez. Si on fait le parallélisme avec l'adaptation, les assureurs sont directement poussés, puisque quand il y a un dommage, c'est eux qui payent, mais comme vous savez, derrière, l'État va réassurer. Donc, effectivement, on peut faire le parallélisme par rapport aux dommages, si on peut dire ça comme ça, sur les business models, sur les modèles économiques liés à les fondements de la biodiversité. Donc, effectivement, ça peut être une voie où les assureurs regardent par rapport au risque. Aujourd'hui, il y avait un événement sur l'adaptation par la CCR, la Caisse centrale de réassurance, la semaine dernière, qui était centré sur l'adaptation. Je n'ai pas l'impression qu'ils sont encore sur la biodiversité, mais on est d'accord que c'est la prochaine étape, à mon avis, dans leur prise de conscience et du coup leurs travaux. Vous avez aussi, par rapport aux banques commerciales, je crois que les éclaireurs seront plutôt côté biodiversité, les banques. Côté adaptation, c'est les assureurs, parce que ça touche directement à leur portefeuille. Côté et à leur tradition de prévention, je pense que ce sera plus les banques. Et là, la Banque de France, qui joue aujourd'hui un rôle important sur l'adaptation, avec la création d'indicateurs climat, donc d'évaluation des entreprises sous l'angle de leur vulnérabilité et de leurs objectifs de décarbonation. Alors on se fréquente beaucoup, mais je n'ai pas en tête qu'elle travaille sur la biodiversité, mais il me semble qu'à travers des acteurs comme ça, effectivement, on pourra avoir une traduction, parce que le problème c'est toujours celui de la traduction du problème dans la vie existentielle financièrement, pour qu'une entreprise s'y intéresse, comme on le disait. Donc voilà, par rapport à votre question, je pense qu'effectivement, ça pourra venir davantage par eux. On est d'accord que ça ne vient pas beaucoup du politique, et je crois qu'on ne peut rien faire là-dessus. Du coup, le mieux, c'est d'essayer de bouger. En fait, ça vient de deux endroits. Ça vient des financiers, des assureurs, ça vient des problèmes. Quand les entreprises rencontrent des problèmes, elles commencent à se dire qu'il faut faire quelque chose, parce qu'elles voient bien le lien avec leur activité. Et aussi, on voit que des sujets, par exemple sur l'eau, qui est à la fois un sujet d'adaptation à une biodiversité, si on veut le mettre dans des cases, à la fin c'est l'eau et c'est vital, ça vient aussi parfois de la part des activistes. Risques réputationnels et problèmes d'activité. Donc globalement, c'est le package de tout ça. Si on ne peut pas disposer d'une impulsion politique forte, c'est le package de tout ça qui permet d'avancer. Et en tout cas, on saisit, je pense, de votre côté, pragmatiquement avec les entreprises, et de notre côté, pouvoir public, on essaie de choisir toutes les opportunités pour essayer de pousser le sujet, en tout cas. Et juste pour une toute petite chose qu'on voit, et ça c'est plus filière par filière, c'est quand, enfin horizontalement, plutôt horizontalement qu'en termes de filière, pardon, pas verticalement, mais par secteur. Une fois qu'il y a quelques entreprises qui sont vraiment, qui partent et poussent, après, elles vont faire énormément de lobby pour que les politiques publiques avancent. Bon, ça prend du temps, etc. Mais parfois, vous avez un peu d'effet de cliquet qui vont qu'il y a une régulation qui change parce qu'il y a eu énormément de... Enfin, pas énormément, mais bien positionné, il y a des effets de levier sur le changement de politique publique. Merci. On va prendre une question en ligne. Donc c'est pour Madame Berthet. Vous pointez fort justement la question cruciale de la mobilisation, une des missions OFB, qui est menacée dans son existence. Comment l'expliquer ? Alors, je vais être rapide. En tant que haut fonctionnaire, je n'ai pas le droit de m'exprimer sur ça. Pas de souci. J'ai une autre question en ligne. Un entrepreneur doit être innovant pour assurer le développement de son entreprise. Cela justifie la rémunération de son capital. Pourtant, comment le challenger ? Je n'ai pas bien compris la question. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Alors, un entrepreneur doit être innovant pour assurer le développement de son entreprise. Cela justifie la rémunération de son capital. Comment le challenger ? Pourquoi ? Comment le challenger ? Je pense que c'est ça la question. De ce que j'ai compris. Mais innovant sur des questions de prise en compte de la biodiversité ou de manière générale ? Parce que dans ce cas-là, c'est une question qui est très différente. J'ai pas plus de détails, je suis désolée. C'est une question trop générale. Enfin, je ne sais pas si tu veux intervenir, Sandrine. Moi, j'ai l'impression, Diana, que vous y avez répondu, en partie dans ce que vous évoquiez. Et je dirais, récemment, je lisais dans un post un entrepreneur qui disait quelque chose du genre « Nous, innovateurs », il parlait de l'IA et toutes ces choses-là,
nous construisons le siècle. Ne nous embêtez pas à... Alors, je crois que le siècle se construira si on préserve l'habitabilité de la planète, donc ce n'est pas exactement les mêmes enjeux. Donc globalement, par rapport à la question, il me semble que l'innovation, d'abord, elle doit s'asseoir sur la pérennité d'une entreprise. C'est bien d'innover, mais si on n'est plus là dans quelques semaines ou quelques années parce qu'on n'a plus ne serait-ce que ces matières premières, ça ne sert plus, qu'on n'a plus d'eau, ça ne sert à rien. Donc je pense que la manière de challenger un entrepreneur qui effectivement est payé d'abord, comme je disais, je viens du monde de l'entreprise, il est d'abord payé pour faire de l'argent, d'accord. Du coup, on peut innover pour faire de l'argent, ça peut arriver, mais à la base, il faut déjà être pérenne, il faut être encore là l'an prochain pour ses actionnaires si on en a. Donc une des manières de challenger, c'est vraiment d'axer sur pérennité, pérennité, pérennité. Avant de se développer, il faut déjà être sûr qu'on est là dans 1 an, dans 10 ans. Et juste une chose, parce que depuis ce matin, on n'a pas vraiment parlé de l'IA, et peut-être c'est bien, mais juste pour dire que quand même dans le domaine de mesure de la biodiversité, etc., il y a eu plusieurs exemples sur la question du sol, par exemple les nutriments dans le sol ou le carbon storage et tout ça. Il y a des choses très intéressantes où l'IA peut aider beaucoup, et effectivement, on peut avoir des choses et il y a beaucoup de choses qui se développent et il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine. Bien, merci à toutes les deux pour ces échanges et les réponses aux questions aussi très intéressants. On a bien conscience, j'en parle pour les personnes qui sont en ligne, qu'on ne peut pas prendre toutes les questions et on s'en excuse. Mais merci en tout cas pour toutes vos questions. Et pour la suite, j'invite Constance Vance-Briscom à prendre la suite. Merci beaucoup. Si le micro fonctionne. Bonjour à toutes et tous. J'ai l'impression que le micro fonctionne, parfait. Alors tout d'abord, je suis ravie d'être avec vous pour cette table ronde que nous avons intitulée « De la science à l'action, comment les entreprises peuvent-elles s'emparer des enseignements du rapport IPBES ?» Voilà, donc je suis particulièrement contente d'être aujourd'hui avec vous au nom d'Entreprises pour l'environnement, qui est un réseau créé en 1992, qui rassemble aujourd'hui une 60aine de grandes entreprises françaises engagées dans la transition écologique. Quelques mots brefs sur EPE. Donc il faut quand même savoir dans ce contexte du rapport IPBES que EPE est accrédité en tant qu'organisation observatrice auprès de l'IPBES et avec la commission biodiversité dont j'ai la responsabilité actuellement, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les travaux qui ont conduit à cette évaluation entreprise et biodiversité. Et effectivement, du point de vue de EPE, ce qui est particulièrement frappant, et ça fait écho, je pense, à ce qui a été dit toute la matinée et cet après-midi aussi, c'est que en fait, les constats du rapport font vraiment écho à tous égards, je dirais, à ce qu'on peut observer chez nos membres. Déjà, il y a quand même quelque chose qui me semble assez clair, c'est qu'on a un peu quand même passé la phase de prise de conscience, même s'il faut encore aller plus loin sur ce sujet. Et il y a vraiment cette notion qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une forme d'intégration, je pense quand même, des sujets biodiversité, en tout cas chez nos membres, dans les fonctions clés de l'entreprise, que ce soit les achats, la stratégie, le reporting, etc. Donc il y a vraiment cette notion que les outils se développent, les données aussi, les démarches se structurent, mais en fait, le problème, c'est qu'on est encore peut-être un peu trop dans une logique d'amélioration de l'existant. Et donc voilà, là pour l'instant, effectivement, on mesure mieux, on pilote mieux, on réduit certains impacts, mais, et c'est l'un des messages clés du rapport, de l'évaluation IPBES, c'est que être dans cette logique d'amélioration de l'existence n'est pas assez, en fait. Et le véritable enjeu aujourd'hui, c'est ce fameux changement transformateur qui doit advenir quelque part. Et donc c'est vraiment, donc voilà, à la fois la transformation des modèles d'affaires, des modes de production, des systèmes économiques dans lesquels on évolue, etc., etc. Et c'est en ce sens, en fait, que j'aimerais bien, c'est un petit peu ces thèmes-là qu'on aimerait explorer avec les intervenants, que je vais avoir le plaisir d'accueillir dans un instant. Donc pour discuter vraiment connaissances scientifiques, action des entreprises et transformation, et l'articulation entre tout cela. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sylvestre Mazin,
qui est manager climat et biodiversité au sein du groupe AXA. Donc peut-être je t'invite à prendre place, on s'assiera ensemble après. Laura Rouvière, donc, qui est chef de service adjointe mobilisation et accompagnement des entreprises et des territoires à l'Office français de la biodiversité. Et in fine aussi Simon Woodworth, qui est directeur de l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie et également en charge de l'animation du réseau des agences régionales de la biodiversité. Voilà. Donc je vais m'asseoir avec nos intervenants. Je t'en prie, tu peux peut-être te mettre là. Parfait. Donc merci à tous d'être là. Donc voilà, peut-être pour structurer cet échange, on a prévu trois questions. Donc je vais m'adresser à vous au fur et à mesure. Pour ces questions, peut-être la première question, c'est, je vais partir du fait que voilà, le rapport IPBES rappelle un message qui est vraiment essentiel, hein, qui est toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, leur localisation, dépendent de la biodiversité et ont des impacts sur elle. Et à ce niveau-là, les chapitres 2 et 3 sont entièrement consacrés à ces questions d'impact et de dépendance. Et donc peut-être, avant d'aller un peu plus loin dans les enseignements du rapport, j'aimerais bien en fait qu'on prenne un peu le temps de prendre la mesure un peu de où en sont, quelque part, les entreprises à ce jour sur ce sujet, puisque le rapport ne part pas de rien, loin de là. Et donc peut-être si je me tourne vers toi, Sylvestre, alors on a entendu évoquer le rôle de l'assurance, ça tombe bien parce que nous avons un assureur présent. Voilà, donc moi j'ai l'impression que la biodiversité c'est au contraire devenu un sujet assez stratégique pour l'assurance. Comment est-ce que toi, donc du coup, au sein du groupe AXA, comment est-ce que tu perçois en fait cette prise de conscience? Comment est-ce qu'elle s'est traduite au sein du groupe et quelles actions principales vous mettez en œuvre à ce jour? Oui, merci Constance, bonjour. Eh bien, chez AXA, nous sommes effectivement un assureur, nous avons une activité au niveau mondial. La France reste notre premier marché historique et on publie chaque année une publication qui s'intitule le AXA Futurist Report. Dans cette publication, on étudie les risques émergents dans les 5 à 10 années à venir. Pour ça, on interroge des experts et on constate que la biodiversité et les ressources naturelles sont un des risques qu'on retrouve dans ce top 10 depuis maintenant plusieurs années, donc de manière stable. Et donc chez AXA, on a bien compris que la biodiversité, c'était un enjeu stratégique pour le groupe. Et ça se matérialise notamment dans le fait qu'on a reconnu la biodiversité comme un enjeu matériel dans le cadre de notre analyse de double matérialité. Donc dans notre publication, qui est le rapport annuel, on publie les informations relatives à la biodiversité en prenant en compte les meilleures pratiques de reporting. On a évoqué la TNFD, la fameuse Task Force for Nature-Related Financial Disclosure, dont une des informations concerne les métriques, donc la mesure. Et on fait cet exercice de mesure pour notre portefeuille d'investissement. On va utiliser la méthodologie ENCORE pour évaluer le pourcentage de notre portefeuille qui est soit impactant pour les écosystèmes ou soit qui est dépendant de un ou plusieurs services écosystémiques. Et à ce jour, ça s'élève à environ 15% de notre portefeuille. Donc pour aller au-delà de ce constat, parce qu'on voit hein, la biodiversité, c'est un risque vraiment systémique, s'associe à d'autres enjeux tels que la santé humaine, l'alimentation et autres. Et on voit que la dégradation des écosystèmes a un impact direct pour à la fois la société et les économies. Donc on a souhaité passer à l'action. Pour ça, avec les équipes du groupe, donc nos équipes investissement, assureurs, et également notre activité en tant que mécène avec la fondation AXA. Nous avons construit une feuille de route et nous avons souhaité la faire en participant à des initiatives de place. Donc on a participé en tant que groupe avec Act for Nature International à la construction d'une feuille de route pour travailler sur nos actions clés et valider ça avec un regard externe qui apporte de la robustesse, qui nous pousse à aller plus loin et à avoir quelque chose de pertinent pour couvrir l'ensemble de nos leviers. Et pour notre marché clé qui est la France, du coup la même démarche a été effectuée avec cette fois-ci l'OFB et on est très content d'avoir également eu la validation de cette feuille de route en tant qu'entreprise engagée pour la nature. Merci beaucoup Sylvestre, ça fait la transition toute trouvée effectivement avec Laura, puisque vous avez réussi à vous saisir à la fois d'Act for Nature mais aussi de ce que
du cadre EEN que propose plus l'OFB. Donc là, ce qu'on entend clairement avec toi, c'est quand même un témoignage d'une entreprise qui est engagée en fait et qui est mûre sur ce sujet. C'est peut-être pas le cas de toutes, d'où aussi le besoin d'accompagnement. Et peut-être là, si je me tourne vers toi, Laura, par rapport à justement ce besoin d'accompagnement, comment est-ce que vous appréhendez ça et qu'est-ce que vous faites en fait concrètement à l'OFB pour aider les entreprises sur ces sujets qui demeurent complexes? Oui, alors en effet, c'est vrai que la maturité des entreprises sur le sujet, elle est encore variable. Et on voit que, nous, on l'a vu quand on a lancé le programme Entreprises engagées pour la nature fin 2019, début 2020. On a principalement eu les grandes entreprises en fait qui ont démarré, celles qui étaient notamment en partie engagées plus à l'international dans Act for Nature International et qui ont décliné des plans d'action français, parce que aussi cadre de reporting, parce que du coup équipe dédiée. Donc on voit que dans les grandes entreprises, il y a quand même de plus en plus de compétences sur le sujet de la biodiversité. Après, moi je trouve que ça reste quand même assez siloté dans les directions RSE, que ça avance, mais ça a du mal à percoler et à rentrer dans les décisions stratégiques des entreprises. L'enjeu pour nous, à travers le programme Entreprises engagées pour la nature, donc, qui est porté par l'OFB dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, c'est aussi de pouvoir mobiliser notamment les PME et les TPE. Et donc pour ça, de pouvoir un peu développer l'outillage, décliner des dispositifs qui vont permettre de les accompagner. Donc c'est notamment ce qu'on a fait avec BPI France en lançant le DIAC Biodiversité, parce que ça a été rappelé à de nombreuses reprises ce matin, pour agir efficacement. Bon, déjà, il faut être sensibilisé dans un premier temps, mais après, il faut bien comprendre ces dépendances, impacts, risques et opportunités pour avoir des actions du coup pertinentes, et c'est ce que permet le DIAC Biodiversité. On travaille aussi avec l'ADEME au développement, la déclinaison de la méthodologie qui existait pour le climat, qui s'appelle Acte Climat, du coup à la biodiversité, pour avoir un peu un référentiel d'évaluation des plans de transition nature des entreprises. On a aussi la plateforme Entreprises et Biodiversité qu'on a développée avec Auré, qui recense un peu l'ensemble des outils qui existent ou des dispositifs initiatifs pour les entreprises qui souhaiteraient se lancer sur le sujet. Mais après, il faut être réaliste aussi, et je pense qu'on en parlera après en termes d'ancrage territorial, comment ça redescend après concrètement dans les territoires, dans la réalité des TPE, des PME. C'est que déjà, pour se saisir du sujet de la biodiversité, il faut être sensibilisé au sujet, comprendre ces enjeux et notamment ces interdépendances. Et ça a été rappelé ce matin, vraiment l'enjeu de pouvoir comprendre pour agir. Après, le fait que les grandes entreprises s'en saisissent, ça peut être aussi des effets leviers à l'échelle de chaîne de valeur, puisque derrière, il y a des fournisseurs qui peuvent être aussi des entreprises de taille assez variable. Mais voilà, donc au niveau de l'OFB, c'est vraiment donc ce programme phare à Entreprises engagées pour la nature, pour offrir un cadre de référence à l'action et mobiliser les entreprises quel que soit leur niveau de départ. L'outillage aussi derrière qu'on peut développer, des dispositifs d'accompagnement, mais aussi l'accompagnement via les filières, donc le projet dont parlait Sandrine tout à l'heure, les fédérations professionnelles. Et là, on voit aussi que la maturité, elle est vraiment différente d'une filière à l'autre. Par exemple, la cosmétique ou le tourisme, qui ont été des filières volontaires, commencent vraiment à prendre conscience des dépendances qu'elles ont vis-à-vis de la biodiversité. Et puis après, à l'échelle des territoires, de pouvoir décliner ces programmes-là, et notamment via les agences régionales de la biodiversité. Merci beaucoup, Laura. Je pense que la transition est toute trouvée justement avec Simon. Là, tu nous as bien expliqué ce qui se passe un petit peu au niveau plutôt national, je dirais. Comment ça se passe au niveau des territoires? Qu'est-ce que toi, tu observes, Simon? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation déjà. Bienvenue dans les territoires, parce qu'effectivement, ma prise de parole va être peut-être un peu en décalage par rapport à tout ce qui s'est dit depuis ce matin, où on a été sur des approches assez macro, et finalement on était sur des approches nationales, internationales, méthodologiques, et finalement la vie dans les territoires, c'est vrai que c'est assez différent. Donc déjà, vous dire que je m'exprime au nom du réseau des ARB. Alors je ne suis pas l'animateur du réseau des ARB, mais en tout cas, je m'exprime au nom du réseau des agences régionales de la biodiversité aujourd'hui, qui progressivement sont petit à petit en train de lancer un travail effectivement sur la biodiversité. C'est déjà le cas depuis plusieurs années dans plusieurs régions. Vous avez des ARB quasiment partout en France aujourd'hui. Les ARB, ce sont des structures de collaboration qui ont été créées conjointement par les régions et par l'Office français de la biodiversité, pour s'adresser à des échelles territoriales, à des sujets que chacun de leur côté ne pouvait pas forcément faire de manière optimale. Donc les ARB vont travailler sur le suivi de la biodiversité, la mise en réseau des acteurs, l'accompagnement des porteurs de projets. Ce qui compte, c'est vraiment d'être
à portée des acteurs pour pouvoir justement mettre en œuvre les stratégies et avoir la remontée des acteurs de terrain. Donc dans cette remontée des acteurs de terrain, bien sûr, il y a les acteurs économiques, il y a les entreprises, et ce que l'on voit, c'est la grande diversité. Moi, je m'inscris bien dans les propos de Laura. On voit de l'envie de certains, on voit de la curiosité chez d'autres. Après, j'aurais tendance à dire que le vrai sujet aujourd'hui, c'est s'adresser aux entreprises dans leur globalité. En Occitanie, c'est 7 à 800 000 opérateurs économiques, 7 à 800 000 entreprises, et on se trouve aujourd'hui avec effectivement des dispositifs d'accompagnement qui sont plutôt des dispositifs d'accompagnement que moi j'appellerais de niche. Donc comment on va chercher des entreprises qui sont principalement des PME, des ETI aussi qui s'intéressent au sujet, mais comment on va massifier un discours et massifier l'accompagnement que l'on peut proposer. Donc déjà, il y a des initiatives effectivement de sensibilisation pour ramener le maximum d'opérateurs sur le sujet et s'intéresser au sujet. Donc là, il va y avoir des visites d'entreprise, des visites de pair à pair avec un concept qui est développé. Nos collègues de Normandie font ça depuis plusieurs années. Voilà, c'est quelque chose qui marche bien. On appelle ça le Biodiv Tour. Donc c'est dédié aux entreprises. Ça existe aussi pour les territoriaux, mais là c'est dédié aux entreprises. Il y a des webinaires, il y a de l'accompagnement. L'accompagnement peut être individuel, mais il peut aussi être collectif. Les ARB, ce sont des petites structures. Donc il faut imaginer que dans une grande région, par exemple, comme la nôtre en Occitanie, celle que je représente aujourd'hui, il y a 13 départements et ce sont de toutes petites structures. Donc il faut imaginer qu'on est là aussi pour autonomiser les acteurs. Donc on est là pour leur amener des ressources qui puissent se former entre eux et puis qu'ils aient la sensation qu'ils ne partent pas seuls. Voilà. Il faut qu'il y ait un environnement rassurant, il faut que le territoire soit porteur pour ces structures. Merci beaucoup Simon, on aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur ce sujet d'environnement porteur parce que justement j'aimerais bien que tu puisses t'exprimer là-dessus ensuite. Mais avant d'arriver à cette question, peut-être une deuxième question qui est un peu en fait, qu'apporte réellement ce rapport? Puisque là, ce que ça montre, vos interventions, c'est qu'il y a déjà énormément de choses. Il y a déjà beaucoup de données, d'informations, il y a beaucoup d'outils, de dispositifs d'accompagnement, donc il y a déjà plein de choses. Et d'ailleurs, par rapport aux méthodes, le rapport le reconnaît explicitement, puisque justement, tout le chapitre 4 vise justement à faire un peu une synthèse quelque part de ces méthodes et à faire un peu un stock-taking du sujet. Donc, quelque part, la valeur ajoutée du rapport n'est peut-être pas d'inventer quelque chose, mais de proposer une synthèse scientifique construite, structurée sur tout ce qui existe et aussi sur les principaux leviers d'action. C'est à mon sens un petit peu là que réside un des apports. Et donc, par rapport à ça, j'aimerais bien un petit peu voir comment vous situez cet apport très spécifique de ce rapport. Et je me tourne peut-être pour ça d'abord vers toi, Laura, si tu peux expliciter cela. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce rapport, dans une grande partie de ces messages, vient confirmer des messages qui étaient déjà portés par l'OFB et avant l'Agence française pour la biodiversité depuis sa création à un certain nombre d'autres acteurs. Ces messages ont maintenant la force, et Clément Féguer en parlait tout à l'heure, d'avoir été objectivés parce que à peu près 80 scientifiques et puis adoptés par 150 États. Donc le message n'a pas la même force une fois qu'il y a ça qui a été acté. Nous, ce qu'on en retire vraiment de nouveau, donc à la fois c'est le caractère un peu opérationnel, c'est-à-dire que vraiment dans le résumé pour décideurs, et je vous invite vraiment à le lire, il y a eu cet effort, parce qu'on s'adressait aussi au monde de l'entreprise, d'avoir des leviers d'action identifiés, qui sont catégorisés pour les différents types d'acteurs, dont les acteurs aussi des politiques publiques, dont l'OFB fait partie. Et il y a cet enjeu aussi que l'OFB puisse se saisir. Et on s'est rendu compte que l'OFB se saisissait déjà de leviers d'action, mais voilà comment collectivement on se met en marche. Ça nous offre un peu une feuille de route collective, finalement, chacun à notre niveau en fonction de quel acteur on est pour pouvoir avancer. Donc ces leviers d'action opérationnels, je pense que c'est très important. Et sur la partie plus méthodologique, le chapitre 4, c'est vrai que la biodiversité, en fait, pour une entreprise, quand on rentre dedans, souvent, parce qu'on a été sensibilisé, on commence à comprendre ces enjeux, on se dit, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas la tonne équivalence CO2, etc. Puis quand on rentre sur le sujet, on se dit, oula, en fait, il y a plusieurs méthodologies, il y a pas mal de méthodes, comment je m'oriente là-dedans, par quoi je commence, etc. Et ça, c'est la vraie valeur ajoutée pour nous de ce rapport, c'est que ça donne vraiment une grille d'analyse des différentes méthodes et de leur pertinence en fonction du niveau de prise de décision et de ce qu'on cherche à mesurer. Et donc, du coup,
que ce soit pour les entreprises, l'ensemble des acteurs qui les accompagnent et tout l'écosystème autour. Maintenant, il y a cette grille d'analyse pour pouvoir orienter vers les outils, les méthodes, puisque même si elles peuvent parfois être imparfaites, même s'il en manque à certains endroits, elles existent et on peut passer à l'action. Merci beaucoup Laura. Tu as évoqué l'apport du rapport par rapport aux méthodes. Tu as aussi commencé à évoquer l'apport du rapport par rapport à ces options d'action, donc quelque chose de beaucoup plus concret. Et c'est peut-être là-dessus que j'aimerais t'entendre davantage, Simon. L'action, voilà, qu'apporte finalement cette évaluation là-dessus et comment ça peut vous permettre de mieux accompagner en région les acteurs économiques? Moi, je retiens deux mots qui ressortent, à mon sens, deux concepts clés de ligne de force qui ressortent de ce rapport. C'est vraiment l'efficacité et la subsidiarité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit utile au bon endroit, au bon moment pour les acteurs économiques qui, on le sait, ont peu de temps. Parfois, un intérêt pour le sujet qui peut être encore balbutiant, donc il ne faut pas rater le coche. Il ne faut pas les lasser. Il faut que ce soit aussi potentiellement rapide. Il faut en tout cas pouvoir amener des ressources de manière à ce que on puisse lier dans le temps, effectivement, une relation pour que petit à petit, on crante un certain nombre de choses. Donc d'abord, j'aurais tendance à dire, savoir identifier nos interlocuteurs, voilà. C'est différent que les interlocuteurs territoriaux qu'on a l'habitude d'avoir en face de nous, parce que voilà, on est un établissement public dans la fonction publique territoriale. Notre cible historique, classique, ce sont les élus locaux. Donc c'est une cible différente qu'il faut savoir approcher différemment, et donc il faut du temps pour ça. C'est une vraie culture qu'il faut qu'on nous aussi, il faut qu'on s'accapare. Et donc ça, à mon sens, la première chose, c'est d'être utile, efficace et dans une forme quand même d'efficience vis-à-vis de cette cible. La deuxième chose, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire que, à mon sens, on n'est pas là pour remplacer les acteurs qui sont les acteurs spécialistes de l'accompagnement. Il y en a dans cette salle, d'ailleurs il y en a dans cette salle qui sont d'Occitanie, plusieurs se sont exprimés. J'ai entendu Teroico s'exprimer, j'ai croisé quelqu'un de Blooming tout à l'heure. Je sais qu'il y a aussi des entreprises dans notre région comme Biosénis qui sont membres de notre conseil d'administration. Donc il y a déjà des liens forts entre les opérateurs économiques et les ARB. Et notre rôle à nous, c'est pas de remplacer ces acteurs, c'est au contraire de diriger les opérateurs économiques qui veulent cranter un certain nombre d'évolutions vers ces acteurs qui pourront leur dire, si vous voulez travailler sur votre diagnostic, sur la dépendance, on a parlé d'interdépendance tout à l'heure, les risques, les opportunités aussi commerciales qui peuvent exister. Il y a un vrai sujet de distinction, de démarcation, de marketing aussi par rapport à ça. Il faut savoir adresser ces sujets, ce n'est pas nos sujets. Nous, notre rôle, c'est vraiment de créer, je pense, la visibilité d'une dynamique régionale qui va être capable de rassurer, qui va être capable de donner des gages et apporter vraiment des ressources, qu'elles soient en termes d'acteurs, qu'elles soient en termes de financement aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a du financement. Laura l'a mentionné pour le diagnostic BPI, mais en fait, il y a des régions qui financent aussi des entreprises qui s'intéressent à la biodiversité. En Nouvelle-Aquitaine, voilà, nos collègues de Nouvelle-Aquitaine sont dans des dispositifs qui permettent à des entreprises qui s'intéressent à ces sujets d'être cofinancées pour leur investissement sur la prise en compte des enjeux de biodiversité. Je voudrais citer aussi ce qui se passe chez nos collègues de Guadeloupe. Le travail qui est fait, par exemple, sur les industries touristiques est essentiel parce que c'est un secteur absolument porteur, évidemment, et déterminant pour ces territoires-là. Si ces entreprises aujourd'hui ne se tournent pas vers la meilleure prise en compte, effectivement, des enjeux de biodiversité, c'est la source même, finalement, de leur rentabilité qui est menacée. Merci beaucoup Simon, c'est très clair et je pense qu'on comprend bien effectivement la volonté à ton niveau de ne pas vous substituer quelque part à ce que des acteurs économiques aussi peuvent faire et dont c'est quelque part le cœur de métier. Donc ça c'est assez clair. Ce qui ressort aussi, c'était aussi ressorti un petit peu là et puis également quand on avait préparé la table ronde, cette notion quand même d'urgence à agir que tu avais beaucoup formulé. Voilà, je vais juste rappeler un chiffre que te concernant, 45% du PIB dans votre région qui est dépendant des ressources naturelles en Nouvelle-Aquitaine. Pardon, pas dans ta région, mais une autre. Voilà, vos voisins. Et là-dessus, j'avais quand même envie de rebondir un peu aussi vers Sylvestre, parce que toi, tu as évoqué aussi en introduction le caractère systémique de ces enjeux, cette urgence à agir également. Est-ce que du coup, tu peux peut-être expliciter d'une manière un peu plus détaillée comment justement vous travaillez de manière concrète là-dessus et aussi peut-être dans quelle mesure ce rapport, vu que vous êtes quand même assez mûr déjà et peut-être un peu précurseur, qu'est-ce que ce rapport a pu vous apporter de nouveau? Est-ce que ça a conforté vos actions? Est-ce que ça a pu aussi l'infléchir ou la faire évoluer à d'autres égards?
Alors, par rapport au rapport IBES, on voit qu'il liste un panel assez divers d'actions que peuvent mettre en place les entreprises. Et on retrouve certaines de ces actions dans nos feuilles de route. Donc je vais pouvoir vous détailler très rapidement ce qu'on fait. Donc, et ça fait écho également à ce qui a été évoqué précédemment. Donc il y a le sujet d'atténuer nos impacts négatifs. Pour ça, on a en place des politiques qui restreignent nos activités d'assurance et d'investissement qui ont un impact négatif direct sur les écosystèmes et la biodiversité. Il y a aussi la mesure et le reporting avec l'exercice de transparence que j'ai évoqué. Il y a également un sujet de formation, nos conseils d'administration, nos équipes dirigeantes au sujet de biodiversité, d'océans, de nature au sens large, de promotion de la prévention auprès de nos clients avec des outils, des services spécifiques, le fait aussi d'atteindre nos objectifs de décarbonation, vu que c'est une pression sur la biodiversité, et de contribuer positivement en faveur de la nature. Donc là, je peux donner un exemple d'innovation sur une assurance qu'on a lancée en début d'année en partenariat avec SCOR, où on a pour le coup un impact positif avec un produit d'assurance assez classique. On va assurer les projets de restauration de la nature. Donc on a un premier exemple avec une assurance pour un projet de restauration en Louisiane d'une forêt humide. Donc on va avoir une trajectoire de restauration et l'assurance permet de débloquer des fonds s'il y a par exemple un incendie, un épisode de grêle qui viendrait impacter négativement cette trajectoire de restauration pour mettre en place les bonnes actions et retourner sur une trajectoire initiale. Et là, c'est là où intervient aussi des partenaires externes et des informations de terrain scientifiques. On travaille avec le SER, donc c'est la Society for Ecological Restoration, qui donne une information clé pour mettre en place ce produit d'assurance, qui est quel est l'état de référence de cet écosystème, et ce qui va permettre de savoir si le projet de restauration est réussi, et si on a un sinistre, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour retrouver cette trajectoire initiale. Merci beaucoup, c'est très éclairant cet exemple, il est très intéressant. Donc là, en fait, ce qu'on entend un petit peu, je pense, en vous entendant tous les trois, c'est qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont faites, assurément. Il y a aussi il y a beaucoup de leviers d'action, vous en activez un certain nombre chez AXA. Et pourtant, l'érosion, pour ne pas dire la destruction de la biodiversité, se poursuit. C'est quand même ça, finalement, le constat qui nous rassemble aussi aujourd'hui. Les chapitres 5 et 6 du rapport s'intéressent justement précisément à cette question et ils montrent en fait quelque chose de très important qu'on a commencé à toucher un peu du doigt, je dirais tout à l'heure et globalement aujourd'hui, qui est le fait que la transformation ne dépend pas uniquement des entreprises elles-mêmes, mais aussi de la création d'un véritable environnement porteur. Et là, on est dans ce cas-là tous concernés. Voilà. Et donc, quelque part, la dernière question que j'aimerais vous adresser, c'est un petit peu ça. Voilà, donc on a compris, hein, on dispose déjà de méthodes, d'outils, de leviers d'action. Donc, qu'est-ce qui manque, en fait, aujourd'hui pour aller plus loin, pour justement aller vers ce changement transformateur et quelque part, aussi, question importante, vu le beau lieu qui nous accueille, dans cette dynamique, quel peut être le rôle de la science et de la recherche? Et pour ça, je vais peut-être commencer à nouveau par toi, Sylvestre, hein, pour rebondir sur ce que tu nous as dit. Alors, tu ne l'as pas évoqué en détail, mais on l'avait vu en préparant ensemble. AXA soutient depuis longtemps la recherche scientifique par différents canaux. Et donc, quels sont, d'après toi, les principaux besoins de connaissances qui restent à combler pour mieux éclairer justement les décisions des entreprises? Alors, je dirais que sur un axe d'amélioration majeur en tant qu'institution financière, ça va être tout ce qui concerne les scénarios pour qu'on puisse avoir une meilleure prise en compte du sujet de la biodiversité dans des décisions et les business models de nos entreprises. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a encore un soutien qui est nécessaire sur la recherche scientifique et sur les travaux de modélisation pour avoir une bonne compréhension et une information robuste en ce qui concerne les risques et les impacts liés à l'érosion de la biodiversité sur les chaînes de valeur. Et effectivement, comme tu le mentionnes, donc chez AXA, on contribue à soutenir la recherche scientifique par le biais de notre fondation. Donc là, c'est une activité de mécénat pour gagner en connaissances et contribuer à une meilleure compréhension de ces sujets. Pour citer deux exemples rapidement, on soutient notamment, par exemple, la fondation Tara Océan qui mène des expéditions scientifiques pour étudier la biodiversité marine et étudier l'impact et anticiper
l'érosion de la biodiversité, et aussi ce qu'on peut retrouver comme impact lié au changement climatique et la pollution. Donc, qui permet faire grossir la connaissance sur la partie océan et cette anticipation des risques. Un autre dispositif qui est très important pour nous, c'est la chaire AXA, qui permet de soutenir pour une durée 5 ans des profils de chercheurs ayant plus de 10 ans d'expérience avec un doctorat. Là, en lien direct avec la biodiversité, on peut citer notamment les travaux de Franck Courchant qu'on a soutenus sur ce qu'il a pu faire par rapport aux espèces invasives et les travaux de modélisation sur les possibles impacts de cette pression sur la biodiversité. Donc on va chercher à poursuivre ces actions avec notre fondation et de manière indirecte nourrir la science pour ensuite avoir des modèles et des scénarios qu'on va pouvoir intégrer de plus en plus dans nos modèles d'affaires. Merci beaucoup Sylvestre, c'est intéressant ce que tu évoques sur les espèces invasives parce qu'on sait que, exotiques et envahissantes, on sait que c'est un peu le parent pauvre quand même justement des cadres méthodologiques pour la biodiversité. Donc bravo à vous d'avancer sur ce sujet. Ça me fait justement un petit peu aussi une transition par rapport à toi Laura, notamment par rapport à cette notion de cadre méthodologique. Et là j'aimerais bien en fait t'entendre sur un cadre qui, quand on réfléchit science, biodiversité, s'impose un peu aux esprits, même s'il n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Et là c'est l'ancienne consultante qui s'exprime, c'est SBTN, Science Based Target for Nature, qui contribue en fait de facto à diffuser une forme d'approche scientifique des enjeux de biodiversité, puisque ça vient quelque part fonctionner comme une espèce de grammaire commune pour se dire, si on veut agir sérieusement sur la biodiversité, un des moyens, c'est de fixer des cibles fondées sur la science, pour reprendre le vocabulaire consacré. Et donc en ce sens, c'est très intéressant et ça apporte effectivement une avancée. Mais donc, en prenant en compte ces apports-là et aussi au-delà, quels seraient pour toi les principaux besoins en matière de cadre, peut-être, mais aussi de données, de recherche ou d'expertise pour accompagner les entreprises? Oui, alors ça fait beaucoup de questions dans la question. Mais pour démarrer déjà sur SBTN et donc du coup le cadre SBTN qui en fait de manière très simplifiée finalement apporte des lignes directrices méthodologiques qui permettent aux entreprises de se fixer des objectifs du coup fondés sur la science. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait finalement SBTN fonctionne un peu plus comme un parcours d'accompagnement de comment aller déterminer la cible que de donner des cibles un peu toutes faites. Et c'est un peu, je trouve, ce qui revient souvent sur le sujet de la biodiversité. Bon, je fais une petite digression, c'est que du coup, on attendrait de l'OFB de dire, donnez-nous une target, fixez-nous une cible, et puis nous, on va voir comment en fait on va mettre en œuvre. Sauf que le caractère, et ça a été rappelé encore ce matin, très multidimensionnel de la biodiversité, sa dimension très territorialisée, font que, en fait, à la fin, on est quand même obligé d'aller chercher ce qui se passe sur un territoire, de discuter avec les acteurs pour, à un moment donné, par rapport à un écosystème donné, avoir du coup se fixer la cible, on va dire réduire son impact là où il est le plus pertinent d'un point de vue écologique et du territoire. En termes de manque, je voulais souligner la dimension, et ce qui est compliqué, nous on le voit dans les méthodologies qu'on a testées auprès des entreprises, c'est la question de la traçabilité des données. C'est vrai qu'on n'en a peut-être pas beaucoup parlé aujourd'hui, qui est quand même un enjeu fort, parce qu'on a beaucoup parlé de l'importance de l'action au niveau des chaînes de valeur, et ça en fait finalement ça nécessite de collecter un certain nombre de données pour pouvoir derrière à la fois identifier les leviers sur lesquels on peut agir et bien comprendre son impact. Et aujourd'hui, dans des chaînes de valeur très mondialisées, c'est quand même un petit peu compliqué. Après, un dernier élément aussi que je voulais souligner, parce qu'on parle de connaissances, de sciences, de recherche, c'est l'expertise en fait. Et ça, je pense que c'est un point important, parce que même s'il y a de plus en plus d'outils génériques, et je pense qu'à certains niveaux de prise de décision, d'orientation, et ça on peut aller voir dans le chapitre 4 le tableau qui a été montré là 2 fois, qui met en avant un certain nombre d'outils qui peuvent aider. On parlait d'Encore tout à l'heure, qui va pouvoir faire un peu un screening finalement
de portefeuille de projet, par exemple. Derrière, sur le sujet de la biodiversité, pour avoir des actions pertinentes, comme je disais tout à l'heure, il y a cet enjeu de territoire, il y aura toujours un besoin en fait d'expertise et finalement de se dire à un moment donné que le logiciel ne sera pas celui du climat et uniquement d'un tableau dans lequel on va rentrer en fait des données et qu'on aura besoin d'être accompagné d'un écologue sur le terrain parce que voilà, ce caractère générique qu'on peut avoir sur d'autres enjeux, on peut l'avoir dans une certaine mesure à certains niveaux de prise de décision pour comprendre certaines choses, mais il y aura toujours ce besoin un peu d'expertise et ça, il faut en avoir conscience. Je pense que c'est important avec cette approche évidemment scientifique aussi. Merci beaucoup Laura, c'est effectivement très clair. Hein, la connaissance, la science en matière de biodiversité, c'est pas juste des tableaux Excel qu'on vient croiser pour produire un PowerPoint. C'est aussi effectivement de la connaissance de terrain, de la connaissance fine des territoires, de la recherche. Hein, je pense que voilà, ce que tu disais aussi, Sylvestre, le montre. Et peut-être, Simon, si tu peux peut-être rebondir là-dessus, à la fois sur cette recherche encore nécessaire, ces connaissances fines, vraiment, je dirais, locales, et aussi l'action, puisqu'il y a la connaissance, mais il y a aussi l'action qui doit être poussée plus avant. Alors, quand on parle lien entre la recherche, la connaissance, l'action, moi, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est tout ce qui est autour de la séquence éviter, réduire, compenser. Il se trouve que notre agence régionale de la biodiversité, on n'est pas les seuls, mais notre agence régionale de la biodiversité co-anime en région la communauté régionale liée à l'évitement, la réduction et la compensation des impacts sur l'environnement. Et on se rend compte que les grands projets d'aménagement, notamment aujourd'hui, sont confrontés à des déficits de connaissances liés au fait que, évidemment, on est avec des nouvelles infrastructures. On peut prendre l'exemple, bien sûr, des grandes infrastructures linéaires de transport qui vont venir fragmenter de manière importante le territoire. On a aujourd'hui un retour grâce à des thèses qui sont produites qui nous montrent que ce qu'on a fait par le passé, notamment pour la protection ou la conservation des espèces d'aviphones, c'était pas forcément peut-être les meilleures stratégies que l'on aurait pu... L'outarde, hein, c'était ça. Voilà, par exemple, une espèce qui est l'outarde canepetière, où on a dit pendant des années, il faut essayer de, effectivement, compenser au plus proche, finalement, des infrastructures. Et puis, finalement, on s'est dit, ça semble pas marcher si bien, donc peut-être qu'il faut le faire un petit peu plus loin. Et donc, finalement, on s'aperçoit que la science est indispensable, et c'est souvent des programmes de recherche dédiés sur l'infrastructure même, pour prendre cet exemple-là, qui va permettre d'avancer et permettre d'avoir des infrastructures qui seront intégrées d'un point de vue écologique les plus efficacement possible. Ça, c'est l'échelle, pour nous, c'est l'échelle un peu macro, ça, c'est les grandes infrastructures linéaires de transport. Vous le savez, il y a des projets d'autoroutes, il y a des projets de lignes ferroviaires nouvelles. Mais à une échelle beaucoup plus micro, on trouve aussi un besoin de retour de science. Et donc là, il y a des chercheurs, il y a des acteurs sur le terrain, il y a des ONG. Je pense à la LPO, par exemple, qui travaille beaucoup sur le retour qu'il peut y avoir sur les techniques aujourd'hui, les méthodes de rénovation du bâti, où on s'aperçoit qu'il y a un vrai sujet sur la conservation des espèces, par exemple, qui nichent dans le bâti. Donc quand on rénove aujourd'hui, on fait une rénovation thermique, par exemple, sur le bâti existant, il y a un vrai sujet de comment on conserve aujourd'hui les espèces. Et donc ça, si on n'a pas un lien, comme c'est le cas aujourd'hui dans les CSRPN, les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, entre les chercheurs, entre ceux qui expérimentent, et du coup la politique publique qui est capable de dire je vais même cofinancer cette amélioration de pratique, on se trouve avec des projets d'aménagement qui sont soit bloqués, soit néfastes pour la biodiversité. Voilà, donc la recherche et la place de la recherche, même à une échelle locale, est absolument indispensable. Merci beaucoup Simon. On en arrive à la fin de notre échange. Je pense qu'on a bien compris un petit peu qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses qui sont mieux connues, mais il reste à la fois beaucoup de nouvelles connaissances à produire et à mieux intégrer quelque part pour agir aussi collectivement dans une direction qui soit plus soutenable. Donc merci beaucoup à tous les trois. Et donc maintenant, je pense qu'on est disponible du coup pour des questions. Bonjour, merci beaucoup pour la table ronde. Élise Kramer, je travaille à la Banque de France et j'ai une question pour AXA. Sur la façon dont vous évaluez votre exposition aux risques liés à la dégradation de la nature et la perte de biodiversité.
Donc vous avez évoqué dans un premier temps les analyses statiques que vous faites grâce à Anchor, donc l'analyse de dépendance de votre portefeuille. C'est des analyses statiques qui disent rien des coûts en cas de matérialisation de ces risques. Et dans un second temps, vous avez parlé de cette frontière à dépasser, donc l'élaboration de scénarios de dégradation de la nature et de perte de biodiversité pour pouvoir se projeter dans le temps. Nous, ce qu'on constate à la Banque de France et au NGFS, c'est que ces scénarios, ils existent de plus en plus à l'échelle mondiale. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce qui vous manque, si vous vous en servez pas encore, pour aller plus loin et faire des analyses dynamiques de votre exposition. Alors, sur ce que je peux vous partager par rapport à nos équipes aussi qui regardent le NGFS et qui a notamment partagé très récemment un package sur la nature, il me semble. Le retour qu'on peut faire sur ce dernier package, cette dernière version, c'est en termes de robustesse et de qualité des scénarios associés à la qualité de la donnée. Et je pense du fait de notre métier, le niveau d'exigence sur cette qualité, cette robustesse, on n'est pas encore à un seuil assez suffisant pour avoir une intégration vraiment dans nos prises de décision. Donc c'est des sujets qu'on suit, on regarde, on suit l'actualité et on agit d'autres manières, mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être le point bloquant à dépasser en premier lieu, ça serait peut-être la qualité de la donnée pour avoir vraiment un maximum de fiabilité, pour que ça soit ensuite utilisé dans le business, vraiment pour nos décisions d'investissement, notre activité d'assurance au quotidien. Oui, bonjour. Donc vous l'avez dit, hein, les entreprises vont agir essentiellement face à un risque clairement identifié, face à une opportunité clairement identifiée. Et dans ce contexte-là, quel est le rôle que vous voyez, vous, à l'ARB ou parmi vous tous les trois, des filières et notamment des syndicats professionnels? Est-ce qu'ils jouent ce rôle d'alerter ou d'informer les entreprises de leur secteur d'activité sur ces risques et ces opportunités suffisamment ou pas? Alors, on n'a pas très bien entendu votre question, mais de ce qu'on a entendu, je vais essayer de répondre. Si c'est à côté, vous nous le direz. C'est absolument essentiel ce que vous dites, parce que le rôle des corps intermédiaires, des représentants consulaires, des syndicats est absolument indispensable. On n'est pas assez nombreux pour porter notre bâton de pèlerin seul et amener la ressource et faire le conseil. Donc ça, c'est absolument indispensable. On en parlait tout à l'heure avec les représentants qui sont là présents du MEDEF. On a besoin qu'il y ait cette fonction d'aiguillon que peuvent faire auprès de leurs membres et en même temps de nous faire remonter les besoins qui sont exprimés par leurs membres pour que nous-mêmes on puisse adapter notre dispositif d'accompagnement pour qu'on soit effectivement les plus efficaces et être quelque part à la disposition et à la hauteur des besoins. Moi, c'est ce que je retire aussi du rapport. Hein. C'est-à-dire qu'être à la hauteur des besoins, c'est indispensable aujourd'hui parce que sinon, on va avoir des acteurs économiques qui ne vont pas être en capacité de se saisir de cette opportunité ou qui ne vont pas être capables de répondre aux risques auxquels ils font face. Et moi, je voudrais juste rebondir un instant. Je me permets de sortir un instant de mon rôle de modératrice pour apporter un élément là-dessus. Il y a une filière une interprofession en cours de construction là, qui est autour des plantes médicinales. Parce qu'il se trouve que dans d'autres fonctions, je travaille beaucoup avec la cosmétique. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand une interpro se crée pour un secteur comme ça, ça structure la filière et ça donne aussi à voir les dépendances envers la nature, envers la biodiversité, avec presque une force de frappe, en fait, quelque part, pour vraiment faire de la nature et de toute cette richesse botanique, je dirais, une véritable opportunité business. Donc ça, c'est vraiment intéressant, je dirais, par rapport à votre question. Oui, dernière chose que je voulais dire en réponse à ce que vous dites, c'est il y a quelques jours, s'est tenu en Occitanie la rencontre du club des ETI, sur le sujet qui avait été choisi de la biodiversité. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Constance, tu le disais, il y a des choses qui évoluent, il y a un niveau d'hétérogénéité fort, mais on voit qu'il y a une envie. On voit que, voilà. Et si ces acteurs-là ne sont pas là pour faire cette interface et que nous, on n'est pas en face, ça ne va pas marcher. Donc voilà, on a besoin d'être justement ces têtes de pont des deux côtés.
très rapidement, du coup, nous, on travaille beaucoup avec les fédérations professionnelles, que ce soit au niveau sectoriel, dans le cadre du projet qu'on porte avec le ministère de l'économie. Il y a aussi un certain nombre de syndicats qui mettent en place des actions. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai, c'est peut-être, comme on peut parler un peu des limites aussi du rapport, mais le rôle finalement, notamment des corps intermédiaires, etc., n'est pas trop explicité, en tout cas dans le cadre d'analyse, dans ce qui ressort du rapport, c'est vrai qu'ils en parlent assez peu. On s'est fait la remarque quand on était à Manchester. Après, peut-être aussi parce que le fonctionnement en France est un peu spécifique à ce niveau-là, et donc du coup, en effet, allons chercher aussi le rôle de ces acteurs-là qu'on pourrait retraduire en France par rapport au message du rapport, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu absents dans les différents leviers d'action qui sont proposés, alors que nous, c'est vraiment les interlocuteurs au niveau OFB national avec lesquels on travaille dans l'ensemble des dispositifs de sensibilisation, de montée en compétences et d'appropriation du sujet auprès des entreprises. Donc très bon point en tout cas de souligner. Oui, donc j'avais une question moi, à propos des assurances, à M. Mazin. J'ai compris que donc AXA était engagé pour la biodiversité, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, disons, vont dans des groupes qui visent à s'engager pour la biodiversité. Mais au sein des assurances, aujourd'hui, il y a aussi des problèmes en termes des produits qui sont proposés pour appuyer la transition. Je vais donner un exemple concret. Il y a une étude qui a été faite par un économiste de Dauphine qui montre que les agriculteurs bio paient des primes plus élevées que les agriculteurs conventionnels pour une surface équivalente, exploitation équivalente, chiffre d'affaires équivalent, alors que en fait, les risques associés à la production bio, que ce soit en termes de variabilité, de faillite, etc., sont plus faibles. Et donc, ce que pointe cet économiste, dit il y a une incohérence incroyable. C'est on fait payer plus à des acteurs qui créent des externalités positives, mais qui en plus génèrent moins de risques que le conventionnel. Et ça, je pense que ça fait partie des questions qu'on doit poser aujourd'hui au secteur économique, c'est comment des entreprises jouent sur ce type d'incohérence et changent finalement de l'intérieur le système. Donc c'est la question que je vous pose aussi par ailleurs. Eh bien, pour ce secteur en particulier, je sais qu'on a une activité d'assurance pour accompagner la transition écologique, mais ce qu'on fait auprès de ces clients, c'est vraiment de proposer des assurances qui sont assez spécifiques par rapport aux différentes méthodes de transition, que ce soit le sujet des couverts végétaux, il me semble, ou d'autres aspects. Donc, ce que je peux vous partager, c'est qu'on a des produits d'assurance qu'on propose qui sont assez spécifiques par rapport aux besoins, mais c'est quelque chose qui est encore assez niche et assez nouveau, mais qu'on teste et qu'on expérimente. Mais on n'est pas vraiment dans... C'est pas une logique vraiment c'est pas un de nos produits sur lequel on a le plus d'impact. Donc je dirais qu'on essaie de jouer un rôle en testant, en accompagnant les acteurs, en présentant des produits vraiment spécifiques aux besoins. Mais après, sur les enjeux que vous mentionnez, qui nous dépassent aussi un peu en tant que juste assureur, il y a effectivement, ça pose de bonnes questions. Bonjour, Karine Princé, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle. Moi, j'avais une question qui était effectivement un peu plus dirigée pour AXA, mais on peut l'élargir aux trois intervenants. Vous avez mentionné des actions liées à la décarbonation. J'imagine que c'était lié à la décarbonation de vos portefeuilles. Il y a une dynamique, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, il y a une dynamique quand même au sein de la société et au niveau des différents secteurs qui prend un essor incroyable, c'est l'intégration de l'IA. Dans les activités, dans les processus, etc. Et du coup, ma question, c'était comment vous conjuguez l'intégration de l'IA, les objectifs de croissance et la décarbonation et la réduction d'impact de la biodiversité. Et du coup, on peut étendre plus largement à quel est votre ressenti, enfin, qu'est-ce que vous entendez auprès des acteurs aussi sur les freins et les leviers à l'intégration de l'IA et conjuguer ces objectifs de biodiversité et de climat. Non, c'est un vaste sujet. C'est vrai que
Voilà, une fois qu'on a dit ça. Non, mais il y a un enjeu réel lié à l'utilisation de l'IA sur l'enjeu carbone et du coup derrière aussi sur l'enjeu biodiversité, notamment l'enjeu de l'eau. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas vraiment, nous, ce dialogue-là spécifiquement avec les entreprises sur le sujet. Après, l'ADEME avait quand même déjà pas mal travaillé sur les enjeux du numérique responsable et du coup, je pense, sur le volet plus carbone, développe un certain nombre de travaux. Je ne sais pas aujourd'hui, mais peut-être dans la salle certains savent s'il y a réellement du coup une analyse fine entrée pression par pression sur du coup ce que l'IA a comme impact réel du point de vue de la biodiversité, parce que je pense que c'était un peu ça qui sous-tendait derrière votre question. Après, l'IA est des fois aussi envisagée et utilisée par certains comme possiblement un accélérateur. Enfin, si on ne pense pas aux impacts de l'IA, mais d'accélérateur justement sur le traitement d'un certain nombre de données et avec toute la complexité qu'on connaît du coup de la multiplicité des données biodiversité, etc. Mais voilà, sur ce sujet, en tout cas, l'OFB n'a pas nécessairement de positionnement officiel, mais on va interroger justement ce sujet lors du Forum Biodiversité et Économie sur la question du coup des données, dans quelle mesure finalement ça aide ou finalement ça a encore plus d'impact. Mais voilà, j'ai pas vraiment de réponse à la question. Je voulais rebondir juste sur l'opportunité que ça représente, alors pas tant effectivement en termes d'impact, mais sur comment aujourd'hui nos structures doivent se servir de l'IA sur 2 exemples. Pas mal d'agences régionales de la biodiversité portent les observatoires régionaux de la biodiversité. Et dans ce cadre-là, effectivement, le recours à l'IA pour traiter les masses de données, potentiellement des millions de données qui nous arrivent aujourd'hui, notamment sur l'acoustique, sur la génétique, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que l'IA effectivement va nous permettre de traiter. Ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple, c'est vraiment lié à ce qu'on disait aujourd'hui sur la massification de notre travail et de notre rapport aux entreprises. Je mentionnais le chiffre de entre 700 et 800 000 entreprises, ne serait-ce que dans ma région. Si aujourd'hui on ne recourt pas à l'IA pour aller chercher justement ces entreprises qui peuvent être appétentes, là on a prévu par exemple une campagne d'adressage à partir de la rentrée prochaine pour les entreprises, pour aller voir lesquelles sont appétentes sur nos sujets de biodiversité, on va forcément avoir besoin effectivement de traiter par l'IA les retours. Et donc voilà, effectivement, ce n'est pas une réponse directe à votre question, mais c'est une manière d'utiliser effectivement l'IA dans le domaine de la biodiversité qui peut être à notre avantage. Je crois qu'il y a également des questions en ligne, donc peut-être qu'on peut en prendre une ou deux, peut-être. Oui, alors on va prendre 2 questions en ligne. Il y a pas mal de réactions de la part des internautes face à cette table ronde, donc on va prendre 2 questions. Je vous les pose les 2 d'affilée, comme ça c'est fait. Quels sont les leviers pour contrôler les grands projets destructeurs de la biodiversité comme sur l'A69 par Atosca? Première question. Et face à la multiplication de dispositifs, entre parenthèses ACT, EEN, BPI, ne serait-il pas urgent de concevoir une approche globale et désilotée, simplifiée et massifiée? Je prends le micro, mais je ne pourrais pas en dire beaucoup, parce que moi aussi je suis fonctionnaire territorial, donc je ne vais pas trop me prononcer sur ce sujet. Juste vous dire qu'effectivement sur la 69, c'est un projet majeur évidemment d'aménagement, c'est un projet qui a un impact important évidemment en matière de biodiversité. Le sujet pour nous, c'est l'ERC, c'est le respect de l'ERC et la montée en compétence des acteurs sur l'ERC que l'on peut faire à travers effectivement tout ce qu'on déploie dans notre communauté régionale éviter, réduire, compenser. Donc on appelle tous les bureaux d'études, on appelle tous les opérateurs qui travaillent en lien avec ces grands projets d'aménagement à venir travailler sur la doctrine commune qui est produite pour rapprocher d'un côté les pétitionnaires et d'un autre côté les instructeurs. C'est absolument indispensable si on veut éviter un certain nombre d'erreurs qu'on a pu effectivement voir et dont la biodiversité pâtit in fine. Donc voilà, tout le monde est perdant. Bon, enfin, en tant qu'OFB, je plus sur le respect et la mise en œuvre de la séquence ERC, sur le volet du coup qui peut-être aussi nous concerne directement de désilotage. Enfin, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais de désiloter finalement les différents dispositifs d'accompagnement qui existent. Alors peut-être que ce n'est pas suffisamment lisible, mais en fait, c'est déjà le cas au sens où aujourd'hui, un DIAC biodiversité qui est financé en partie par l'OFB s'inscrit exactement dans la méthodologie du programme Entreprises engagées pour la nature. Et en fin de DIAC biodiversité, l'entreprise a un plan d'action qui répond exactement aux critères, à la formalisation qui est demandée dans le cadre du programme Entreprises engagées pour la nature. Donc on ne va pas l'obliger à rentrer ensuite dans le programme pour entrer dans cette dynamique d'accompagnement, mais
elle peut le faire et ça suit les mêmes référentiels. De la même manière avec Acte Biodiversité, à partir de l'automne, ce sera pour les grandes entreprises le moyen de rentrer dans l'entreprise engagée pour la nature et de devenir une entreprise engagée pour la nature pour les grandes entreprises, c'est-à-dire qu'elles n'auront plus à formaliser leur plan d'action dans le cadre du programme, mais à réaliser cette évaluation qui, du coup, leur permettra, sur la base d'un score minimum, d'être reconnus. Nous, on veille vraiment à ça, hein, à la convergence des différents cadres pour assurer une cohérence. Alors, je vous l'accorde, qui n'est pas toujours forcément lisible de l'extérieur, et on va y travailler. Et à ce titre-là, justement, les fédérations professionnelles, les représentants comme le MEDEF, la CPME nous aident aussi à rendre tout ça un peu plus lisible. Mais donc voilà, derrière, ça peut paraître siloté, mais en fait, ça suit les mêmes cadres, voilà, les mêmes cadres de référence, et une initiative est souvent une passerelle pour arriver à une autre, hein, et c'est vraiment ce qu'on développe, et c'est ce que la SNB nous a demandé et nous demande de faire aussi, de vraiment créer différentes passerelles, et même à l'échelle territoriale. Des fois, on a des territoires dans lesquels des initiatives existent déjà, qui vont devenir du coup des passerelles à entreprises engagées pour la nature, puisque voilà, nous, l'idée de ce programme, c'est avant tout d'offrir un cadre du coup qui soit robuste, qui permette de mobiliser les entreprises quel que soit leur niveau de départ, et surtout de suivre l'engagement dans le temps, dans une logique après de création de communautés apprenantes, etc., et de renouvellement, d'amélioration continue des plans d'action. Mais voilà, on est aussi réaliste. Aujourd'hui, on a environ 400 entreprises qui sont adhérentes au programme. Il y a un réel enjeu de passage à l'échelle pour nous. Voilà. Merci.